Le Figaro hors-série Rome antique, la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes au basilic, le Figaro hors-série célèbre la Rome antique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série Rome antique, la légende des siècles, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, sur toute la nourriture produite sur la planète, on en jette 40%. C'est ce fameux mouvement colibri où quand chacun fait sa part à son échelle, en fait, on peut développer des mouvements d'ampleur. Et aujourd'hui, me dire que là, depuis qu'on a commencé le podcast, on a sûrement sauvé des vingtaines de repas au niveau mondial, c'est juste génial, quoi. Quand on se met à partager, on peut d'une part dépenser moins d'argent. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre dans le système dans lequel on est. On peut stocker moins dans ses placards, on peut rencontrer ses voisins et ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on s'est un peu trompé dans la façon dont on a parlé d'écologie aussi, c'est-à-dire que on a parlé d'une écologie punitive, on a parlé de la fête est finie, on a parlé de maintenant ça suffit. Pour moi, si on veut embarquer les gens dans une transformation, il faut leur dire en fait ça va être vachement mieux si on fait autrement. En fait, la fête elle va pas être finie, elle va être différente, mais on va être dans la joie. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, je suis Aude Cérès. Bienvenue dans le podcast du Figaro qui vous parle d'engagement, de dépassement et de don de soi. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes et à des hommes qui bâtissent un monde meilleur, pas à pas. Bienvenue dans Les Engagés. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais l'engagement, c'est souvent un alignement avec des valeurs auxquelles on croit. C'est pourquoi j'ai voulu inviter Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To Go, plus récemment de Poppins, de Climate House et beaucoup d'autres choses. Lucie, c'est ce qu'on appelle dans le langage des startups une entrepreneuse à impact. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie, vous avez 33 ans et il y a près de 10 ans, vous avez créé Too Good To Go, une application d'usage très simple qui permet de lutter contre ce qui vous révoltait, le gaspillage alimentaire. Avec un principe très simple, on récupère chez ces commerçants et supermarchés de proximité la nourriture invendue qui arrive proche de la date de péremption. Alors on va rembobiner, Lucie. Quelle était votre enfance et est-ce que vous étiez déjà préoccupée par le climat, le gaspillage quand vous étiez enfant ? Vous êtes parisienne déjà ? Ouais, j'ai grandi à Paris, dans une super famille, avec mes 2 parents et mes 2 frères et sœurs. Moi, je suis celle du milieu. Et ça a toujours été une évidence de ne pas jeter, en fait. On m'a toujours dit, finis ton assiette. On a toujours, quand il restait des plats sur la table, mis dans des boîtes et mangé pour le lendemain. On faisait très souvent un repas reste dans la semaine. Et donc, ça m'a toujours paru comme une évidence, en fait, de ne pas jeter. Pas pour des raisons écologiques, parce qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas vraiment, mais plus comme du bon sens. Et du coup, moi, j'ai toujours été très sensible à ce sujet, aussi parce que je suis très gourmande, donc j'adore la nourriture. Et donc, très rapidement, je suis un peu devenue Miss Anti-Gaspi parce que on m'apportait ces yaourts périmés à l'école, parce que moi, je disais, en fait, ouvre-le et tu vas le sentir tout de suite s'il est plus bon, ton yaourt. Parce que on m'apportait des bananes avec des taches noires dessus. C'était devenu un peu une espèce de blague, mais c'était pas un sujet contre lequel je pensais que j'allais dédier une partie de ma vie, quoi. C'était plus une préoccupation. C'était vraiment du bon sens. Pour moi, ça coulait de source, quoi. C'est quand je suis arrivée chez Nestlé dans les usines de production que là, je me suis rendu compte à quel point le gaspillage alimentaire était industrialisé. Vers 17-18 ans, vous avez fait une prépa, une école d'ingénieur. Ouais. J'ai fait maths sup, maths spé. Ensuite, j'ai intégré l'école centrale de Lille. Et ensuite, je suis partie en Angleterre faire un master en logistique et supply chain management. Et c'est là qu'en fait, je suis restée en Angleterre après pour démarrer ma carrière en commençant chez Nestlé. Dans les usines. Dans les usines. Avec Charlotte. Exactement, Charlotte sur la tête, chaussures de sécurité. J'ai appris tous les mots techniques d'une chaîne de production en anglais. La vraie ingénieure. Exactement. Et je travaillais avec des ouvriers sur la chaîne à produire le plus vite possible, le moins cher possible. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit que vous vouliez autre chose et que ce job-là, cette industrie-là, ça ne correspondait pas à vos valeurs ? Je pense que c'est vraiment quand j'ai pris conscience de l'ampleur du gaspillage alimentaire, quand j'ai réalisé un projet d'amélioration continue sur une des chaînes de production, et qu'en fait, ce projet, il permettait à la chaîne de tourner plus vite, mais il y avait beaucoup plus de défauts, donc beaucoup plus de gaspillage, et on l'avait célébré comme un projet de réussite, en fait. Et ça m'avait dérangée, parce que j'étais pas très fière, en fait, finalement, de ce que j'avais fait.
Alors que tout le monde vous disait c'est super. Bah oui, parce que le coût marginal de chaque produit diminuait. Donc, c'était ce qui comptait, en fait. On avait uniquement des mesures financières. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au sujet et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, sur toute la nourriture produite sur la planète, on en jette 40%. Et moi, ce chiffre, énorme. Il m'a juste beaucoup trop choquée et je me suis dit, je peux pas cautionner ça, en fait. Et en fait, c'est à ce moment-là où très rapidement après, j'ai pris la décision de quitter mon job en me disant, je me donne 1 an pour me dédier à ce sujet avec une solution aussi simple que celle de Too Good To Go. Et après, je me suis lancée dans l'aventure très rapidement. Vous êtes partie au Danemark ? Ouais, exactement. Et c'est là où vous avez rencontré des gens qui faisaient la même chose, vous êtes associés. C'est aussi l'engagement, c'est aussi une histoire de rencontre, de exactement. En fait, collaboration. Quand on est sur des sujets d'impact, quand on rencontre des gens qui font la même chose que nous, on se dit, c'est super, c'est des alliés, en fait, et non pas des concurrents. Et moi, ça m'a beaucoup servi dans ma vie à me dire, en fait, les gens qui font comme moi, en général, j'ai plutôt intérêt à leur parler qu'à m'en éloigner, qu'à m'en méfier, parce que ça veut dire qu'on a les mêmes convictions et qu'on peut faire potentiellement de belles choses ensemble, quoi. Donc vous êtes revenu en France et vous avez lancé cette application. Vous vous souvenez des premiers magasins, des premiers commerces que vous avez démarchés ? Déjà, on a commencé en Scandinavie, donc au Danemark et en Norvège. Donc moi, les premiers magasins que je démarche, c'est là-bas. Et ensuite, effectivement, après quelques mois, je me dis qu'il faut aussi que je lance le concept en France. Donc je me dis que je vais faire des allers-retours. En fait, finalement, à peine arrivé en France, je sens un essor génial. Beaucoup de gens qui me contactent, des bénévoles qui rejoignent l'aventure. Caroline, Camille, Amaury, Guillaume, enfin des gens qui ont rejoint au tout début, qui ont permis à l'aventure de se développer super vite en France. Et donc rapidement, Too Good To Go en France devient le plus gros marché de l'application. Et donc moi, je décide de m'y réinstaller. Et ensuite, très rapidement, on décide de se lancer davantage de pays à l'international. Et donc moi, je passe en général 2-3 jours en France et 2-3 jours dans le pays qu'on est en train de lancer en recrutant des gens géniaux sur place. Et donc ça, on le fait 15 fois en Europe. Et au bout de 15 pays, on se dit qu'il est temps aussi d'aller voir outre-Atlantique. Et donc en 2020, je pars aux États-Unis pour lancer l'application là-bas aussi, ainsi qu'au Canada. Et là, encore une très très belle aventure d'hyper-croissance. Ce qui nous emmène à aujourd'hui où on a sauvé 500 millions de repas de la poubelle. On sauve plus de 5 repas par seconde maintenant, à l'échelle des 19 pays de Too Good To Go, puisque depuis, on a lancé l'Australie aussi. Aujourd'hui, c'est 1400 salariés Too Good To Go. Donc c'est une très belle aventure humaine. Et en même temps, moi, à mon retour, je me suis aussi dit que j'étais de moins en moins indispensable à l'aventure, puisque aujourd'hui, il y a, comme je le disais, 1400 personnes qui luttent contre le gaspillage alimentaire au quotidien. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette aventure ? Le Covid ? Alors, ça a été la période la plus dure. Ouais. Sur toute l'aventure, je dirais que le plus dur, c'est toujours, à mon avis, la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est trouver les bonnes personnes et les mettre au bon endroit, quoi. Pour moi, c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est comment est-ce qu'on met un collectif au service d'une cause commune. Et en fait, ça, c'est génial de se dire, regardez, tous les jours, on sauve des dizaines, des centaines de milliers de repas de la poubelle grâce à nous en tant qu'équipe et grâce aux 120 millions d'utilisateurs qu'on embarque avec nous, aux 250 000 commerçants qu'on embarque avec nous. Et ça, moi, c'est ce que je trouve très beau, c'est ce fameux mouvement colibri où quand chacun fait sa part à son échelle, en fait, on peut développer des mouvements d'ampleur. Et aujourd'hui, me dire que là, depuis qu'on a commencé le podcast, on a sûrement sauvé des vingtaines de repas au niveau mondial, c'est juste génial, quoi. Qu'est-ce qui est le plus sauvé en France ? Ça dépend vraiment des pays. En France, on est sur la boulangerie et le supermarché. Tous les paniers surprises de supermarché, ça marche très, très bien. C'est devenu quasiment 50% de ce qui est sauvé. Et après, la boulangerie, parce que c'est tellement parfait pour le concept. Ces fameuses viennoiseries et pâtisseries et pains qui sont encore tout à fait bons à être mangés ce soir, mais que le boulanger ne va pas se sentir de remettre le lendemain, ça, c'est juste absolument parfait pour Too Good To Go. Il y a des sushis aussi, beaucoup de sushis. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses et c'est aussi la beauté de l'application, c'est le fait qu'on puisse s'attarder sur tout type de nourriture. De quoi vous êtes la plus fière quand vous regardez en arrière ? Je pense que c'est à la fois d'avoir prouvé qu'on peut ensemble lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi peut-être et surtout d'avoir prouvé qu'un nouveau modèle d'entreprise est possible. Et qu'en fait, une entreprise qui aligne les enjeux écologiques, sociaux et sa pérennité économique, c'est possible. Et j'espère que ça donne envie à énormément d'entrepreneurs de lancer des entreprises à impact en se disant quel est l'impact que je veux créer sur la société et ensuite comment est-ce que j'organise mon modèle économique pour assurer dans un monde capitaliste. Je pense que c'est la beauté de ce qu'on a créé d'un point de vue, ça coche toutes les cases en fait. Et ça me rend super fière. Ouais. Et vous n'êtes pas arrêté là parce que vous avez créé d'autres concepts. Fort de cette expérience, je me suis dit qu'il fallait répliquer ça sur tous les secteurs. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait à la Climate House. La Climate House, c'est un lieu de 2000 m² à Paris, dans le cœur du Sentier,
qu'on a décidé de créer avec 80 entrepreneurs, 40 femmes et 40 hommes, en se disant comment est-ce que concrètement on donne à l'acteur économique un rôle essentiel dans la transition écologique et sociale. Et donc on a créé cet écosystème de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qu'on confronte à des artistes, à des designers, à des scientifiques, en se disant comment est-ce qu'on crée un collectif qui, ensemble, tisse des liens pour développer énormément de projets qui vont dans le sens de la transition écologique et sociale. Et donc, on a 6 verticales, que ce soit sur le transport, sur les océans et la biodiversité, sur l'agriculture et l'alimentation, sur la finance durable. Tout ça, c'est à la fois énormément de contenu qui est créé par l'écosystème de la Climate House et à la fois des projets qui sont démarrés avec des groupes de travail concrets qui vont réunir un collectif autour d'un sujet spécifique. Et ça, on le met aussi au service des grands groupes, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec LCL, avec la SNCF, avec BPCE, pour les aider à accélérer leur transformation grâce à cet écosystème entrepreneurial. Et puis récemment, vous avez eu une autre idée autour de l'économie du partage qui s'appelle Poppins, que vous venez de lancer, qui part du principe que pourquoi est-ce qu'on irait acheter un truc alors que le voisin d'à côté en a ? Alors ça, c'est le nouveau bébé qui, effectivement, aujourd'hui occupe le plus clair de mon temps. C'est l'idée de se dire, quand j'ai besoin de quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà autour de moi et qui n'est pas en train de l'utiliser en ce moment. Et donc, c'est comment est-ce que quand on a besoin d'une perceuse pour aller mettre en place l'étagère qu'on va juste faire ce week-end, ou qu'on a besoin d'une shampouineuse pour son canapé ou son tapis, ou d'un vélo cargo parce que ce week-end, on a ces petits-enfants qui sont là et qu'on a envie de les emmener faire un tour à vélo. L'idée, c'est que sur Poppins, on puisse trouver tout ce dont on a besoin et qu'on puisse le louer ou l'emprunter plutôt que de l'acheter. Et ça, moi, c'est pareil, c'est dans la même lignée que Too Good To Go, que Climate House, c'est cette idée de se dire comment est-ce qu'on a tous les avantages, en fait. Parce que quand on se met à partager, on peut, d'une part, dépenser moins d'argent, et ça, c'est quand même le nerf de la guerre dans le système dans lequel on est. On peut stocker moins dans ses placards, on peut rencontrer ses voisins, et ça fait toujours plaisir. Et on est sur des modes de sous-consommation par rapport à la surconsommation dans laquelle on est. Pour moi, c'est très important aujourd'hui, juste avec une application toute simple, on peut changer ses usages et découvrir sur Poppins qu'on peut posséder moins mais profiter plus. Et donc pour l'instant, vous êtes implanté en région parisienne ? Alors on a lancé dans toute la France l'application, vous pouvez la télécharger gratuitement dans toute la France et soit commencer à remplir votre sac, c'est-à-dire nous dire ce qui dort dans vos placards et que vous êtes prêt à louer ou à prêter, soit voir autour de vous, en fait, autour de votre adresse, quel est ce fameux placard géant auquel vous avez soudainement accès parce que tous les gens autour de vous ou tous les magasins de location, les magasins qui font de la vente habituellement mais qui sont en train de passer à la location, vous proposent. Poppins, c'est un inventaire de toutes les solutions autour de soi. Et donc, on l'a effectivement développé dans toute la France, mais les villes les plus actives aujourd'hui, c'est Paris, c'est Nantes, c'est Bordeaux. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, en fonction des utilisateurs qui nous le demandent, qu'on vienne activer plus spécifiquement une zone de la France. Est-ce que vous avez l'impression maintenant d'être aligné avec vos valeurs ? Ouais, j'ai vraiment la chance depuis 10 ans. Je suis super heureuse parce que je suis au bon endroit pour moi, quoi. Et je pense que ça, c'est la plus belle des réussites, c'est de se dire, quel que soit ce que je fais et ce qu'en pense le monde, est-ce que moi, je suis fière de ce que je fais et est-ce que j'ai de l'énergie au quotidien pour continuer. Tant que c'est le cas, c'est qu'on est au bon endroit, quoi. Est-ce qu'il y a une évolution des mentalités ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ? Aujourd'hui, le chiffre de gaspillage alimentaire, c'est quoi ? C'est toujours 40%. C'est toujours 40%. Ouais. Mais on a du mal à mesurer, donc il faut refaire des mesures continuellement, en fait. Moi, je dirais que sur les 9 dernières années, alors déjà, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Ça, on n'est pas au bout de nos peines et il faut se dire que il faut avoir le goût du challenge et se dire que en fait, c'est chouette d'inventer un nouveau modèle. Parce que sinon, on perd espoir, je pense, très rapidement. Je dirais que les 9 dernières années, oui, moi, j'ai vraiment senti qu'on était dans le bon courant, quoi. On allait dans le sens du courant, les gens prenaient de plus en plus conscience, on avait de plus en plus envie de réussir cette transformation. En tout cas, au niveau des consommateurs, au niveau des marques, franchement, je trouve que l'économie a quand même beaucoup bougé dans la bonne direction. Le politique, je trouve toujours un peu à la traîne. Là, ce qui se passe cette année, c'est super dur quand même. Pour moi, on fait 3 pas en arrière, et au niveau international, bien évidemment, et au niveau national. Sur tous les sujets écologiques, les Américains donnent le ton pour dire bon, ça va. Et en fait, on rechigne à inventer de nouvelles pratiques. Je pense qu'on s'est un peu trompé dans la façon dont on a parlé d'écologie aussi, c'est-à-dire qu'on a parlé d'une écologie punitive, on a parlé de la fête est finie, on a parlé de maintenant ça suffit.
Pour moi, si on veut embarquer les gens dans une transformation, il faut leur dire, en fait, ça va être vachement mieux si on fait autrement. En fait, la fête, elle va pas être finie, elle va être différente, mais on va être dans la joie. Et ça, nous, c'est vraiment un des thèmes, et chez Poppins et chez Climate House, qui nous anime. C'est comment est-ce que on est content, en fait, de s'embarquer dans de nouveaux futurs. Poppins, ce qu'on se dit, c'est que le partage, c'est facile, c'est fiable et c'est fun. Et en fait, si on oublie cette troisième composante, les gens, ils n'ont pas envie d'y aller, ils restent dans leurs habitudes actuelles. Et donc, je pense que c'est là où on a besoin des entrepreneurs, on a besoin des créatifs pour penser de nouveaux imaginaires et de nouvelles solutions où on peut aligner ces enjeux de pouvoir d'achat aux enjeux écologiques et sociaux. Qui ne soient pas punitifs, qui ne soient pas tristes, non, qui ne soient pas culpabilisants. Consommer moins et se reconnecter au vivant, passer du temps dans la nature, tout ça, c'est des choses qui, oui, ne produisent pas de PIB, mais qui sont par contre tellement réjouissantes. Et on n'a pas besoin d'une croissance des vecteurs économiques en permanence pour se dire qu'on va dans la bonne direction, en fait. Vous avez une autre casquette qui est celle de plantation. Ouais. La Climate House a eu un tel succès que quand on a eu l'opportunité de reprendre 7000 m² d'un toit terrasse en plein cœur de Paris où on cultive à la fois dans une serre, dans un potager en agroécologie, dans le 18e arrondissement, on s'est dit qu'il fallait le faire en fait. Et donc c'est comment est-ce qu'on est en train de penser ce campus agri-agro où on peut proposer un système alimentaire agricole en ville qui donne envie de continuer à manger et de se reconnecter avec le vivant. Donc aujourd'hui, à Plantation, on organise des événements la semaine et des privatisations pour les entreprises qui le souhaitent. Et le week-end, on ouvre au public. Donc si vous voulez venir découvrir ce lieu magique avec une vue incroyable sur Montmartre et goûter les micro-pousses du potager et repartir avec un panier de légumes, n'hésitez pas, on est ouvert tous les vendredis, samedis, dimanches jusqu'à fin septembre. Il y a eu ces dernières années beaucoup de jeunes ingénieurs qui ont joué les disrupteurs dans les remises de diplômes ou sur les campus ou en disant... en remettant en cause le système de formation français, en remettant en cause les liens avec les entreprises. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes ? Moi, je pense qu'il faut tout pour faire un monde, c'est-à-dire qu'il faut des radicaux et il faut des petits pas. Je suis vraiment persuadée qu'il faut les deux. Et c'est à chacun de se poser un peu la question de où est-ce que moi je me trouve. Moi, je trouve que c'est très important qu'aujourd'hui, on ait un coup de gueule de la jeune génération qui dit c'est notre avenir dont on parle, vous bougez pas assez. On est des futurs jeunes dirigeants, et voilà comment est-ce qu'on a envie de diriger le monde, et c'est peut-être pas que par l'entreprise que ça passe, et c'est peut-être en réinventant en profondeur le système économique. Enfin, pour moi, il est important, ce coup de gueule. Après, moi, c'est pas là où je me place. Moi, je me place vraiment dans comment est-ce qu'on arrête de se juger les uns les autres et qu'on s'inspire. Comment est-ce qu'on accepte de tendre la main à ceux qui sont pas parfaits. Comment est-ce qu'on croit dans les bonnes intentions. Et comment est-ce que cette transition, elle est avant tout humaine. Donc finalement, dans chaque entreprise, en fait, il y a des humains derrière. Il y en a beaucoup, que moi j'appelle les insiders, qui ont beau travailler dans des grands groupes qui détruisent encore la planète aujourd'hui, qui sont tout aussi engagés et déterminés que moi, ce que je fais en créant mes entreprises qui sont déjà inscrits dans le modèle du futur qui est on aligne l'économie avec l'écologie et le social. Mais en fait, toutes les entreprises qui existent, qui font notre économie aujourd'hui, elles ont besoin de se transformer. Et si en fait personne d'engagé n'accepte d'y aller, ça fonctionne pas non plus. Donc c'est pour ça que je trouve que, moi j'ai trouvé ça bien que ces jeunes poussent leur coup de gueule. Je pense que c'est important. Et en même temps, je pense que c'est important qu'il y ait encore de jeunes engagés qui acceptent de rejoindre ces entreprises. Merci beaucoup Lucie Bage. J'en viens à la question traditionnelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Moi, je vais vous parler de quelqu'un qui est pas très connue encore, mais qui gagne tellement à être connue. Je la décris comme une fée, cette personne. Elle s'appelle Stéphanie Ampard et elle est engagée depuis, je pense, 35 ans. Elle a fondé énormément de lieux comme The Camp, par exemple. Elle a monté énormément de projets et surtout, aujourd'hui, elle est responsable de la programmation à la Climate House. Donc, c'est elle qui crée tous nos événements. Elle a créé une association qui s'appelle les Rencontres Vivantes, qui réunit des collectifs de gens autour de l'émerveillement du vivant. Ce que je trouve génial avec elle, c'est qu'elle tisse des liens entre les bonnes personnes, elle crée les ponts entre les bons projets. Et en fait, je trouve qu'on met beaucoup en lumière ceux qui portent un projet. Et moi, j'ai la chance de pouvoir venir vous parler de mes projets aujourd'hui. Mais parfois, on oublie un peu toutes les fourmis ouvrières ou toutes les fées qui tissent les liens entre les différents porteurs de projets. Et je pense que c'est essentiel de leur donner peut-être plus la parole. Parce que pour moi, dans cette transition, on a besoin de réapprendre à faire les uns avec les autres. On a besoin de réapprendre la collaboration. Et ces personnes-là, elles sont absolument essentielles à l'apprentissage de ces compétences nécessaires pour demain.
Merci beaucoup Lucie Bache. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Too Good To Go, de The Climate House et de Poppins. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que les engagés sont disponibles sur le Figaro, l'application du Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes au Basilique, le Figaro hors-série célèbre la romantique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles en vente chez votre marchand de journaux.